Bon, je sais, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo, mais l'actualité autour de la saison 4 m'a fait monter une telle hype que j'étais obligé de revenir vers vous pour partager et revoir toutes les dingueries qui nous ont été annoncées. D'ailleurs, la série est plus que jamais imminente puisqu'on a eu la confirmation durant le festival d'Annecy qu'elle était bel et bien prévue pour cette fin d'année. De quoi donner envie de se replonger totalement dans l'univers du Crossmoz et apprécier pleinement l'ultime saison de nos héros préférés. J'espère que vous aussi vous êtes montés dans le train de la hype et que vous êtes prêts à découvrir ensemble les secrets que renferment les derniers extraits autour de la saison 4. Alors ne traînons pas davantage, explorons tout ça sans plus tarder. Lorsque nous découvrons ce mini-trailer, nous débutons avec une image du royaume Sajida, tel que nous l'avions laissé dans les OAV de Wakfu lorsqu'il était en proie au chaos d'Ogrest, et que Tristepin, grâce au pouvoir du dieu Yop, le surélève pour éviter d'être complètement enseveli d'eau. On peut apprécier une teinte automnale dans la colorimétrie choisie sur cette scène, une couleur qui a été très probablement choisie pour faire écho aux feuilles des arbres qui fanent en cette période de l'année, pour laisser place à de nouveaux rameaux. Une manière visuellement poétique d'accompagner la mort du roi Sheramsharm et le couronnement de son nouveau monarque, sa majesté Armand Sheramsharm, aux côtés de sa princesse Osamodas, ou devrais-je dire nouvelle reine du peuple Sajida, Aurora. Vint alors un moment important, si ce n'est crucial, concernant l'intrigue de cette saison 4 en l'apparition de ces yeux qui surplombent le royaume Sajida, du haut des nuages qui stationnent dans le ciel. Une situation que semble également connaître le royaume de Bonta, voire même le monde des 12 dans sa globalité. Alors que sont ces yeux ? Est-ce que ce sont des chouchous, qui sont d'ailleurs souvent représentés de cette manière avec ces sortes de yeux de cyclope à la teinte orangeâtre ? Malheureusement, nous ne pouvons faire que des suppositions à ce stade. Mais ce que nous savons, c'est que Yugo a fait exploser la choucroute pour sauver le monde des 12. Les démons chouchous se retrouvent alors orphelins, sans terre ni chef, puisque Rouchou a été vaincu par Gulthard. Il ne serait alors pas étrange que ces derniers s'allient à d'autres entités encore plus maléfiques que Rouchou pour s'approprier un nouveau refuge. Et ce refuge pourrait être nul autre que le monde des 12. Quelque chose qui leur était impossible auparavant, mais que l'explosion de l'Elia Bomb semble avoir changé. Puisque les événements de la saison 4, je le rappelle, se passent immédiatement à la fin de la saison 3. Et qu'hormis cet événement majeur, rien d'autre ne justifie les calamités que s'apprêtent à vivre les Douziens. Revenons à nos héros de la confrérie qui, quant à eux, ont débarqué sur une Inglorium totalement dévastée et vide des dieux qui étaient censés l'habiter. Un nouveau coup dur pour Oropo qui, même s'il aurait réussi de son vivant le plan de faire exploser l'Elia Bomb dans l'Inglorium, n'aurait au final annihilé qu'une dimension complètement vide de ses dieux. En tout cas, le fait de retrouver le royaume des dieux complètement délabré nous donne une grosse indication sur la gravité de ce qu'il se passe, et pour le coup, l'explosion de l'Elia Bomb ne justifie à aucun moment cet état des choses. Il est fort à parier que les dieux savent déjà une catastrophe imminente, et qu'ils n'y pourront malheureusement rien y faire. D'ailleurs, petit fait sympathique, nous pouvons observer un carnam au loin, indiquant que de leur Olympe, les dieux voyaient les disciples qui s'incarnaient sous leurs traits. Et si aujourd'hui les dieux ont déserté, c'est un carnam même qui se voit abandonné et a fortiori le monde des 12 qui n'a plus aucun protecteur divin. Laissant alors le champ libre à ces fameux yeux que nous avons vus plus tôt d'envahir le monde, sans qu'aucune force divine ne leur bloque le passage. Mis à part peut-être Gulthard qui est quelque part la réincarnation du dieu Yop. Enfin bon, continuons avec notre bon vieux Hugo, toujours en proie aux esprits des héliotropes qui semblent tourmentés, mais dans lequel cette fois-ci on peut y voir des figures qui semblent être les derniers frères et sœurs d'armes d'Oropo, une fratrie que nous découvrirons un peu plus en détail dans l'OAV autour de sa vie, qui je le rappelle sera diffusée peu de temps avant la saison 4 de Wakfu. Des héliotropes qui se distinguent de par leur aspect adulte et leurs traits assez uniques, des personnages que j'ai vraiment hâte de découvrir. Bon, préparez-vous parce que la prochaine image, c'est vraiment la découverte la plus incroyable depuis que j'explore le Crossmoz. La présentation pour la toute première fois de la déesse Héliatrope, ou si vous préférez la grande déesse, celle qui je rappelle a créé le Crossmoz et tout ce qu'il contient. La créatrice même du Wakfu en personne. Et franchement entre nous, qu'est-ce qu'elle est classe, elle est juste sublime. Dans cet extrait, on l'y voit accueillir certains individus dans une sorte de dôme pour s'entretenir avec eux de quelque chose. Et lorsqu'on cherche à savoir qui sont ces fameux individus, nous découvrons qu'il ne s'agit de nul autre que des plus hautes instances du monde en la personne des gouverneurs de Bonta et Brakmar, ainsi que des dirigeants de toutes les races du monde que l'on avait déjà pu apprécier lors de la saison 2 de Wakfu. Une réunion qui avait déjà été organisée précédemment par le défunt roi du royaume Sajida, afin de savoir comment accueillir les héliotropes qui avaient été retrouvés par Yugo,
et afin de définir qui aurait la charge de les accueillir. De quoi parlera-t-on alors durant cette fameuse réunion? Il est fort à parier qu'il sera toujours et encore question d'accorder une place aux héliotropes sur la planète. Ce qui pourrait faire écho au trailer du Kickstarter où nous voyons clairement les prémices d'une civilisation héliotrope sous l'égide de Hugo. Il est donc logique que tôt ou tard, les héliotropes puissent demeurer sur le monde des 12, et en l'occurrence comme l'avait proposé l'ancien roi Sadida, au sein même du royaume Sadida. On poursuit avec Pain qui fusionne avec un chouchou. Certains ont même imaginé qu'il s'agissait de Rubilax, mais pour moi il s'agirait de quelqu'un de bien plus intéressant puisqu'il s'agirait de nul autre que Rouchou. Et oui, Rouchou, de par son apparence rougeâtre et l'œil noir qu'il revêt lorsqu'il combat avec sa vraie apparence goultarde. Tout prêterait à penser que ce soit Rouchou et qu'il aurait besoin d'un autre pour pouvoir se refaire la cerise. Et forcément, qui de plus incroyable que Pain qui est sans conteste l'être le plus incroyable que le Cosmos n'a jamais vu en son sein. Une puissance aussi démentielle à son jeune âge alliée au pouvoir démoniaque incommensurable de Rouchou, ça risque fort de détonner. Mais ce qui m'interloque dans cette histoire, c'est qu'Eva avait finalement vu juste quand elle avait fait une vision où elle voyait son fils aux allures démoniaques. Comme si elle avait finalement une vision tellement perçante qu'elle pourrait même avoir des visions du futur. C'est hyper intriguant et ça pourrait envisager des prémices concernant un développement d'Évangéline. En parlant de Rouchou, il a très certainement perdu le contrôle des chouchous qu'il a créés au détriment d'autres entités, d'où l'alliance avec Pain pour pouvoir corriger ces malotrus qui se seraient emparés de sa place. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, ça me passionne de voir comment allié à Pain, Rouchou risque d'évoluer, un peu à l'image de Rubilax et Triste Pain, qui malgré la malfaisance apparente de Ruby, ont su construire un lien indéfectible avec le temps. On peut même voir un moment où Pain, sous forme chouchoutée, est en train de mettre une raclée d'une seule patate, pas deux, à Adamaï, qui s'écrase alors comme une mouche derrière. De quoi donner des belles scènes d'action à notre nouveau Yob préféré. De nouveau, nous retrouvons Hugo qui semble cette fois baigné dans du wakfu, et je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'il dégage un certain bien-être. Certainement au vu de la position dans laquelle il se tient et de son visage, ce qui me laisse imaginer qu'il va d'une certaine manière pouvoir entrer dans l'esprit de la grande déesse pour communiquer avec elle. Une discussion qui me laisse rêveur car après tout, Hugo est un enfant direct de la grande déesse. Une discussion d'une mère à son fils qui risque de changer profondément Hugo. On l'y voit également juste après contempler des héliotropes qui semblent avoir été mis en stase dans un endroit inconnu. J'imagine encore que la grande déesse doit y être pour quelque chose, et que c'est justement en lien avec la grande discussion qu'ils vont avoir avec les grandes figures du monde des 12. Tiens, cette fois c'est notre bon vieux Ruel qui va avoir une énième discussion avec Harpagon, en espérant que cette fois-ci il y aura un véritable intérêt, car malheureusement à l'instar d'Eva qui n'a aucune histoire, Ruel semble avoir un passé incroyable dont on ne ressent rien de l'immensité qu'il a pu vivre en tant qu'aventurier. Il fait toujours figure de personnage comique, mais sans réelle profondeur. Harpagon nous a laissé entrevoir l'espoir qu'elle aurait pu amener ce petit quelque chose qui lui manque, mais semblerait-il que la saison 3 n'était pas suffisante pour bien exploiter cette nouvelle relation qu'on découvrait. On espère que cette fois-ci, son histoire se clôturera de la plus belle des manières. Et enfin, nous finissons avec le retour du grand œil dans ce ciel sombre avec une sorte d'oiseau qui fonce dessus. D'ailleurs, on ressent une grande inspiration d'un autre trailer d'un projet d'animation qui se nommait Welchen Cheddar, avec ce style où l'on voyait des yeux qui observaient à partir de sombres nuages dans les cieux. Qui est ce mystérieux oiseau? J'aurais bien envie de penser qu'il s'agit d'Otomai, car de souvenir, c'est le seul héros important qui dispose d'une intelligence capable d'arrêter les pires fléaux, et qui en même temps est capable de se transformer en oiseau. Qui sait, peut-être sera-t-il même l'un des héros qui stoppera ce cataclysme à venir. Ce que nous savons en tout cas avec ce trailer, c'est que cette nouvelle menace semble être plus maléfique que jamais. Quelque chose que le tout dernier trailer vient confirmer avec la présentation d'une terre totalement désolée, où il n'y semble y avoir aucune trace de vie, aucune trace de wakfu. On y voit alors une armée traversant un grand portail cubique violet, comme si elle était constituée de stasis. Un portail qui nous rappelle ceux du premier trailer proposé pour le Kickstarter de la saison 4. Cette armée alors se dirige vers un palais pour aller se présenter à un être siégeant sur un trône. Quelqu'un qui semble être ici depuis une éternité à en juger de la poussière qui tombe de son corps lorsqu'il se lève. Le nom de cet être qui a tout l'air d'être du nouvel antagoniste de la saison 4, c'est Tauros. On peut remarquer que dans cet endroit, il y a une sorte de culte rendu à cette forme cubique au vu du design du palais en ruine. Quoi qu'il en soit, ce Tauros revêt une apparence plus maléfique que jamais, avec ce visage tout droit sorti de mes pires cauchemars, mais surtout on a l'impression qu'il est totalement desséché. Voilà pourquoi l'énorme dragon lui crache un rayon de wakfu,
pour l'abreuvoir de son énergie, à l'image des Noxines de Nox, pour qu'il réussisse à rester en vie. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'en crachant ce rayon de Wakfu, le palais derrière lui reflète alors l'image d'un palais lorsque l'endroit regorgeait de Wakfu, comme si cet endroit par le passé fleurissait et était plein de vie. Alors est-ce que ce nouveau grand méchant serait en quête de Wakfu pour abreuvoir son royaume de ce dernier et réanimer son propre monde? Ou s'engage-t-il alors dans une guerre contre les dieux qui se sont accaparés les richesses du Cosmos? Ce qui est sûr, c'est qu'il est fort probable que pour arriver à ses fins, il utilise l'armée dont il dispose pour ravager le Cosmos en naviguant grâce à ses portails cubiques, et peut-être même ont-ils pour idée de rallier certains chouchous à leur cause, ces derniers voyant en Tauros l'occasion idéale pour eux aussi de se venger et d'envahir le monde des 12. À ce niveau-là, nous ne pouvons que théoriser, mais je me refuse à croire comme la plupart qu'il s'agirait d'un nécrome, et que le royaume de Tauros, c'est Externam, le royaume des morts. Certes, cela pourrait expliquer comment certains êtres qui sont déjà morts vont refaire leur apparition durant l'ère du Wyvern, mais d'une certaine manière ça me bloque et j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau et de surprenant dans l'écriture, et je trouve personnellement que ce serait assez pauvre que ce soit uniquement ce genre de choses. Bien entendu, ce serait quand même cool de voir certains nécromes dans la série, mais de là à imaginer que ce Tauros en soit le leader, ce serait quand même assez décevant. En tout cas, la hype atteint son point d'orgue et j'ai de nouveau grave envie de partager avec vous des nouvelles vidéos sur la série. D'ailleurs, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous en pensez vous? Qui est quoi? Quelles sont vos théories? Lâchez-moi vos meilleures théories en commentaire et on se dit, je l'espère, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Zaki, pour vous servir, ciao.